Bonjour. Bonjour, merci d'être venus nombreux pour parler ensemble de bot protection et plus globalement de comment Datadome combat la fraude en ligne. Je suis Karim Hérault, Technical Product Manager chez Datadome. Test. Ah, c'est bon. Et je suis Gilles Valbrou, donc CTO chez Datadome. Je m'occupe de toute la partie tech chez Datadome, donc de la partie infrastructure jusqu'à la partie produit. Donc rapidement, Datadome, ça fait 8 ans que l'on fait de la bot protection. On couvre plus de 350 clients distribués sur la planète. Quand je dis qu'on protège 350 clients distribués sur la planète, je veux dire qu'on filtre en temps réel leur trafic sur tout leur endpoint public. Trafic HTTP depuis des mobiles, depuis des browsers, même des calls API. Pour ça, on est plus de 160, principalement des équipes d'ingénierie, donc des DevOps, des data engineers, backend engineers, développeurs web, etc. Répartis entre Paris, New York et Singapour. Et aujourd'hui, on traite un peu plus de 10 milliards de requêtes HTTP par jour, donc 10 milliards de clics sur des sites web, de scroll, de clics sur des applications mobiles ou de call API. Ça fait en moyenne environ un bot arrêté toutes les millisecondes. Et on a une boîte très tech, donc la moitié des effectifs aujourd'hui sont des techs. On a un écosystème très tech aussi, les clients sont des techs, donc des SRE, des équipes infrastructures qui intègrent notre solution, des équipes sécurité évidemment aussi. Donc ça fait beaucoup d'attaques. Pour vous donner un ordre de grandeur, l'année dernière, on a bloqué plus de 257 milliards d'accès frauduleux sur les sites de nos clients. Ça représente environ 30 millions de bots arrêtés par heure. À la fin de cette présentation, on aura arrêté environ 10 millions d'attaques de bots sur les sites de nos clients. Donc dézoomons un petit peu. Qu'est-ce que c'est qu'un bot? Un bot, c'est un petit programme informatique qui fait une suite séquentielle d'actions automatisées pour faire tout un tas de choses. On a des bots qui sont des bots plutôt bienveillants, comme les bots d'indexation Google, Bing, des bots qui vérifient que des services sont up ou down, ils peuvent lancer des actions correctives. Mais on a également tout un tas de bots qui font des choses plutôt néfastes pour nos clients. Ce sont ces bots-là qu'on adresse. Parmi les choses néfastes, on a le scrapping de données, où on récupère des listes de voitures, des listes d'avions, des listes d'utilisateurs. On a le credential stuffing, où on joue des bibliothèques de login password sur les endpoints de login, de recover password de nos clients. Plein d'autres types de fraudes, comme la fraude à la publicité, avec des clics générés qui ne font pas réellement de vue, qui génèrent juste du revenu frauduleux. Des bots qui font du scalping, qui vont récupérer tous les items qui sont en vente limitée sur des sites qui font des événements court terme et qui vont récupérer tout ce qui peut être acheté pour pouvoir le revendre sur des plateformes alternatives. Voilà, tout un tas de vulnérabilités qui nuisent au métier de nos clients, floutent leurs analytics, complexifient la prise de décision. Pour illustrer un peu la partie scalping, je ne sais pas s'il y a des gamers dans la salle, mais on a subi beaucoup ça au moment de la PS5, la sortie de la PS5, avec des bots qui raflaient en fait tous les stocks de PS5 et qui les revendaient sur des marchés parallèles en fait. Donc il faut vous dire que tous les business où il y a de la rareté de produits, il y a des bots qui sont derrière et qui font du stock et qui les revendent sur un marché parallèle, avec une perte de crédibilité pour les clients et puis évidemment du business perdu aussi pour eux. Donc un exemple, un de nos clients de longue date, la SNCF, qui rencontrait des problématiques de scrapping, donc scrapping des listes de trains, des horaires, des retards, toutes les informations qu'on peut scraper sur le site de la SNCF. Ça a généré des pics de charge, des pics de trafic qui étaient compliqués à gérer par le client. Ça nécessitait un over-provisioning de son infrastructure, surcharger les serveurs, ça floutait tous les analytics. En mettant en place la protection Datadome au niveau de AWS CloudFront, qui était la couche de routage de la SNCF. On a pu lisser l'ensemble de leur trafic, éviter les pics, éviter les augmentations de charges non prévues et diminuer la voilure des infrastructures du client d'environ 10% et donc diminuer la facture également. Donc là, évidemment, le plus tôt on est inséré dans la chaîne de traitement des requêtes, le plus on protège, le plus on est capable de faire des économies sur la partie infrastructure. Alors quand je dis qu'on s'intègre dans la stack de routage de nos clients, ce qu'on fait, c'est de la protection qui nécessite des grosses workloads.
on ne déploie rien, on ne déploie pas ces workloads dans l'infrastructure de nos clients. Chez nos clients, on déploie des petits éléments qu'on appelle des modules, des petits scripts qui permettent de compléter la stack de routage du client, que ce soit du routage CDN, des load balancers, des web servers ou même des applications. On s'intègre sur le life cycle des requests, je vais en parler un peu après, et on récupère des signaux qui nous permettent de faire de la protection. Côté visiteur, donc les gens qui utilisent les services de nos clients, on déploie également des petits éléments au sein de SDK ou de Script.js qui nous permettent de connecter des signaux sur les devices de nos utilisateurs finaux. Ici, évidemment, on ne collecte pas toute la requête HTTP, donc, notamment pas le contenu de la requête HTTP. On vient collecter une empreinte, la coquille de la requête HTTP. Donc on ne va pas récupérer les mots de passe, on ne va pas récupérer tout le contenu de la requête, bien évidemment, pour des raisons de confidentialité. Aujourd'hui, Datadome est déployé sur plus de 500 millions de devices. Il est très probable que l'ensemble des personnes présentes dans cette salle aient la protection Datadome sur 1, 2, 3 ou 4 applications sur votre smartphone. Voilà, on couvre déjà beaucoup de clients aujourd'hui. Comment ça marche concrètement? C'est un jeu à 3, un jeu entre des visiteurs, l'infrastructure de nos clients et le service Datadome. La requête source part d'un device, qui est un browser, une application mobile ou un outil qui permet de faire des calls API. Elle arrive sur l'infrastructure de nos clients. Dans la stack de routage, on va se plugger sur le lifecycle de la request et on va extraire des informations, comme le disait Gilles, des fingerprints, des hashes, certains signaux de cette request pour forger une nouvelle request qu'on va envoyer à la détection Datadome, le troisième acteur en bas. La détection Datadome répond très rapidement en disant est-ce que c'est un bot, est-ce que c'est un humain, ou est-ce qu'on n'est pas sûr et qu'il faut entrer dans un workflow, un challenge supplémentaire avec le client. Cette réponse est renvoyée aux infrastructures du client. Soit on laisse passer la requête vers le back-end du client, la charge applicative fait ce qu'elle a à faire et puis on renvoie la réponse au visiteur. Soit on prend la main sur la suite du workflow de la request en arrêtant la request, renvoyant une réponse directement nous-mêmes à l'utilisateur final ou en engageant un challenge de type CAPTCHA avec l'utilisateur final. Donc deux gros enjeux au niveau technique ici. Les flèches 2 et 3, ça va être la latence essentiellement qu'on va avoir entre l'infrastructure du client et nous. Donc on va en parler juste après, une capacité à se déployer à the edge qui est très importante pour nous. Et ensuite sur la partie real-time layer, la capacité de traiter la requête sur nos serveurs en moins de 2 millisecondes pour très rapidement fournir cette réponse et donc éviter une latence supplémentaire sur le site du client. Parce que là ici on est sur une chaîne de traitement synchrone. Exactement. Donc on n'est pas hébergé au sein des infrastructures de nos clients. Notre protection est en dehors des infrastructures de nos clients. Ce qui va être clé avec un paradigme comme ça, c'est d'être très rapide. Donc pour être très rapide, on a deux objectifs chez Datadome. Processer les requests que l'on reçoit très rapidement. Lorsqu'on reçoit une request, notre objectif, notre SLO interne, c'est de renvoyer une réponse en moins de 2 millisecondes. Et d'autre part, on maximise la performance en réduisant la latence réseau entre nous et nos clients. Pour ça, on se distribue sur toute la planète. On est présent aujourd'hui dans 25 points de présence. On en ouvre des nouveaux, on en qualifie des nouveaux en ce moment. À chaque fois qu'on emborde un nouveau client, on se pose la question des problématiques de latence et de est-ce qu'il faut ouvrir des nouveaux points de présence du real-time layer au plus près pour maximiser les performances de détection. Donc là, chez nous, ici, il y a un jeu vraiment de mapping entre l'ensemble des fournisseurs du marché en termes de CDN, par exemple Cloudfront, Cloudflare, etc. Et la capacité pour nous d'arriver à fournir des latences correctes, c'est-à-dire une sorte de jeu de barycentre qu'on va mettre au niveau de la carte du monde pour arriver à couvrir avec des latences correctes l'ensemble du trafic mondial. Voilà, donc là, comme vous vous en doutez, c'est la raison de notre talk aujourd'hui, on s'appuie beaucoup sur les services AWS. Un des services qu'on aime beaucoup, c'est le service Route 53, donc le résolveur DNS d'AWS, qui nous permet de router le trafic de nos clients vers notre point de présence le plus proche. C'est ce qu'on voit ici. Ici, on voit une découpe de l'Europe avec les 7 points de présence qui nous permettent de couvrir le trafic client européen. Et on a également une partie du service qui est vraiment géniale au niveau des edge checks qui permet de remailler le territoire automatiquement s'il y a une dégradation de performance sur un de ces points de présence ou si on a un problème réseau, un problème d'infrastructure, ce qui arrive rarement. Mais en gros, on a une partie de la reliability dans le traitement du trafic de nos clients qui est portée par cette brique Route 53 et qui permet de couvrir en termes de protection bot nos clients H24, 7 jours sur 7. Donc, en termes de développeur expérience en tant qu'intégration, le client n'a pas, lui, à fournir un mapping de toutes ces régions avec les nôtres.
il est capable d'avoir un site qui est présent mondialement, de bénéficier de notre mapping à nous et de ne pas avoir à se soucier de cette partie-là. Et deuxièmement, comme l'évoquait Karim, il y a un enjeu de fiabilité. Grâce à ce mapping-là, on est capable de rediriger le trafic d'une région qui est en panne vers une autre région assez facilement. Alors je dézoome un petit peu, on reçoit 10 milliards de requests, mais qu'est-ce qu'on reçoit dans ces requests? On reçoit des signaux. Donc des signaux, c'est la vitesse de déplacement de la souris, la vitesse de tape au clavier, des informations dans l'initialisation du handshake SSL, le user agent, la langue de l'utilisateur, les algorithmes de compression autorisés, tout un tas de choses. On reçoit en moyenne 250 signaux par request. Ça fait à l'échelle d'une journée plus de 2500 milliards de signaux qui nous permettent d'améliorer notre détection, mais également d'effectuer notre détection. Au niveau de la détection elle-même, l'engagement dont je parlais de 2 millisecondes, c'est je prends la requête, je la normalise et je la fais passer sur le prisme de tout un tas de couches de détection. Ces couches, elles vont utiliser tous les mécanismes qui sont à notre disposition pour identifier des bots, identifier la probabilité qu'on ait un bot. On va déjà sortir tous les good bots, donc ceux qui, par leurs signaux, sont des bots d'indexation Google, des bots d'indexation Bing, des bots qui ont été ajoutés explicitement par le client. On va ensuite, sur la base de signatures, sortir tous les bots qui répondent à des patterns qu'on a identifiés. Donc, par exemple, un certain user agent dans un pays particulier avec l'absence de tel header ou de tel autre header, c'est tel type de bot. On retire le trafic. Là-dessus, on rajoute ensuite des approches plus statistiques, plus comportementales, avec des compteurs d'agrégation qui nous permettent d'identifier des changements de pattern, des anomalies, qui vont également permettre d'enlever du trafic. Et enfin, l'ensemble de ce qu'on fait nous permet de générer des modèles de machine learning très poussés, donc des modèles qui sont supervisés, d'autres non supervisés et certains semi-supervisés, qui répondent très rapidement pour pouvoir identifier des comportements, identifier des anomalies, identifier certains types de bots particuliers, notamment les captcha farms, qui sont des clusters de hardware, qui sont des vrais devices et qui miment un comportement humain difficile à détecter autrement. Tout ça, c'est notre réponse technique. Donc en 2 millisecondes, la request elle passe sur le prisme de toutes ces couches-là. Et à l'issue de ça, on est capable de dire, avec une confiance assez forte, est-ce que c'est un bot ou non. C'est la détection technique, mais en parallèle de ça, on a également une équipe SOC, donc une équipe d'ingénieurs qui est concentrée sur des patterns de trafic, des patterns de bots, des patterns de blocs par client, par secteur métier, par région, et qui, en temps réel, peut activer des nouvelles features, augmenter des seuils de blocage, changer les règles de détection, et du coup, protéger nos clients au mieux. Alors ça paraît facile dit comme ça, mais évidemment chacune de ces étapes demande un niveau d'expertise assez élevé. Je prends le cas des verified bots, vérifier qu'un bot Google est bien un bot Google, ça paraît tout simple, tout facile, sauf que ça ne l'est pas en fait. Chacune de ces étapes ici qu'on ne va pas soigner très bien va être exploitée par des attaquants. Se faire passer pour un bot Google, c'est une bonne pratique des créateurs de bots évidemment pour passer toutes les protections. Donc si on ne détecte pas efficacement et précisément les bots de chez Google, des exploitants, enfin les créateurs de bots vont l'exploiter évidemment. Donc chacune de ces étapes demande beaucoup de précision, du monitoring comme l'évoquait Karim avec une équipe derrière pour constamment challenger cette solution. Alors l'ensemble de ce que l'on fait est remonté, on store vraiment toutes les requêtes que l'on reçoit, tous les signaux que l'on reçoit, toutes les décisions qu'on a prises, elles sont accessibles à travers d'un dashboard à nos clients, peuvent scoper sur une région, un endpoint particulier, un pass, une IP, une session, voire même une request, et comprendre ce que Datadome a fait. Là, vous avez une vision du dashboard real-time qui permet de voir d'où viennent les attaques sur une base de sampling de request, comment on y a répondu. Tout ça, toutes ces règles bénéficient du mode autopilote de Datadome où on pérennise sur les 8 ans d'expertise que l'on a, notre connaissance du marché du bot, notre connaissance des types de bots qui émergent chaque jour, pour construire un référentiel de règles qui est appliqué à l'ensemble de nos clients. Donc les clients peuvent bénéficier de ce mode autopilote pour être protégés, mais peuvent également, s'ils veulent, aller fine-tuner la détection, aller configurer des exceptions, aller changer des règles de détection que nous avons proposées. Donc on a parlé d'IA avant, évidemment ce n'est pas une black box ce qu'on fournit ici. Les clients ont une granularité au niveau de la requête pour voir les décisions qu'on a prises et aller regarder, nous challenger aussi, nous challenger sur la détection, savoir s'il y a des faux positifs potentiellement de leur vision et venir discuter avec nos équipes pour voir s'il y a des besoins de fine-tuner certains modèles. Comme disait Karim, ils peuvent le faire aussi évidemment dans l'outil eux-mêmes, ils peuvent créer des nouveaux modèles de leur côté ou changer le type de réponse que nous on fournit. Basculer par exemple une page de captcha en une page de blocage tout simplement, choisir de bloquer certains trafics dans les régions du globe, ce que nous on ne fera pas vu que l'impact business est trop fort.
Donc voilà, deux personas différents, je dirais. La persona un peu plus SRE qui va le déployer et qui va se dire Fire and Forget, ça fonctionne très bien et je m'en occupe peu. Et une persona un peu plus orientée sécurité qui va venir challenger, regarder dans le dashboard le travail qu'on a fait, venir challenger la détection. Alors, en tant que partenaire AWS, on est présent sur la marketplace AWS, donc vous pouvez facilement tester la détection Datadome si vous êtes déjà client AWS via la marketplace. Ça se déploie très rapidement, surtout si vous utilisez CloudFront. Voilà, en moins de 10 minutes, vous pouvez mettre en place la protection Datadome, voir votre trafic sans qu'on le bloque ou qu'on le filtre. Vous pouvez constater comment on fait de la détection, qu'est-ce qu'on identifie de frauduleux dans vos trafics. Et voilà. Sur la partie free trial, c'est très important pour nous. Il y a une notion de relation de confiance qu'on a avec nos clients. Donc le fait de pouvoir installer la solution, voir le travail qu'on fait et nous challenger directement sans avoir à payer et pouvoir évaluer la solution avant de pouvoir déployer le blocage, c'est fondamental pour nous et c'est un très bon outil aussi, je dirais, de vente pour nos équipes. Voilà, si vous êtes sur d'autres couches, si vous êtes sur du Nginx, du Apache, si vous êtes sur d'autres types de load balancing, c'est aussi très rapide à intégrer. Pour conclure, un mot d'un de nos derniers clients, donc une plateforme de e-commerce majeure en Amérique du Sud, qui remonte 2 gains principaux côté Datadome. Première chose, c'est facile à intégrer, c'est vraiment simple à tester, facile de voir sans engagement comment on comprend votre trafic et comment on le protégerait. Et deuxièmement, le gain, le bénéfice d'un point de vue workload, taille des infrastructures qui sont derrière le routage chez nos clients. Il y a vraiment un gain à filtrer le trafic des bots et à réduire tous les pics que l'on peut avoir qui sont non légitimes. Pareil, ici on a des clients qui ont installé la free trial et qui ont eu des surprises en voyant le traffic bot sur leur site. Ça nous arrive encore aujourd'hui. C'était le cas il y a 4 ans énormément. Aujourd'hui on a un marché qui s'est un peu plus maturé, les gens sont plus conscients de ce qui se passe sur leur site web. Mais ça nous arrive encore. Même des gens qui ont des équipements de sécurité déjà installés, qui nous installent derrière et qui voient encore le traffic bot qui passe. Donc voilà, je vous invite à installer la solution free trial si vous voulez voir un peu ce qui se passe sur votre site web. Merci. N'hésitez pas à venir discuter avec nous, on reste à côté.